Le Kremlin est plutôt satisfait des derniers propos de Donald Trump ou le Kremlin, qui estime qu'une partie significative de l'Ukraine veut être russe, et ça correspond aux propos de Trump. Alors Donald Trump, c'est la déclaration de la nuit dernière, qui suggère que l'Ukraine pourrait être russe un jour. Et il lit tout ça à des questions d'argent. Je ne sais pas si on peut voir la citation qui va s'afficher de Donald Trump pour pouvoir vous expliquer. Je veux que notre argent soit sécurisé, dit-il, parce que nous dépensons des centaines de milliards de dollars. Il pourrait arriver à un accord, russe-ukrainien, il pourrait ne pas arriver à un accord. Regardez la suite. Et qui va s'afficher également. Les Ukrainiens pourraient être russes un jour, comme ils pourraient ne pas être russes un jour. Donc il suggère que l'Ukraine pourrait être russe un jour. Est-ce qu'il faut parler de chantage ? Est-ce que cette déclaration peut nuire aux discussions, peut enrayer les discussions qui sont en cours ? Cette phrase peut-elle faire douter de la volonté profonde du président américain de protéger les intérêts ukrainiens face à la Russie ? On va en parler avec le vice-amiral Michel Olegaret. Bonjour. Amiral. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien commandant de l'école navale, ancien directeur du Centre des hautes études militaires. Et pour en parler également, nous sommes avec Claire Fournier, que je salue. Bonjour à vous. Xavier de Giacomoni, que je salue également. Bonjour Nivine Potros. Bonjour à vous, Yael Bose. Bonjour à tous. Et donc, ces mots de Donald Trump, est-ce que vous dites, c'est acté, il se fiche de l'avenir de ce pays qu'est l'Ukraine. Ce qui l'intéresse, c'est son placement, c'est son investissement. Écoutez, je pense que le président Zelensky doit être dans une position extrêmement inconfortable, car on ne peut pas dire qu'il se sente vraiment soutenu par Donald Trump. Et d'ailleurs, la réaction toute nouvelle du Kremlin le démontre. Mais ça montre aussi que nous jugeons Trump, je ne vais pas faire de la psychologie à la petite semaine, mais avec notre regard d'occidentaux, croyant que les États-Unis, ce sont aussi des occidentaux comme nous. Alors que nous regardons la Chine avec une vision avec beaucoup plus de recul. Et là, nous sommes extrêmement surpris par cet homme qui est très particulier, qui est vraiment le produit de l'Amérique. C'est un produit de l'Amérique élu quand même, et largement élu, et dont la motivation me semble être le combat, l'appétit. C'est un homme d'appétit. Enfin, je ne m'étendrai pas sur certains aspects de ses appétits, mais je dirais qu'il a l'appétit du combat, il a l'appétit du gain, il a l'appétit de l'argent, et les valeurs, me semble-t-il, n'existe plus pour lui ou n'existe pas. Un appétit en tout cas, impérialiste, vous avez un appétit personnel. Je dirais un appétit personnel, c'est un homme puissant, avec une puissance interne assez extraordinaire, qui d'ailleurs nous surprend tous. Ce retour phénoménal, cette envie de s'impliquer partout, de récupérer Elon Musk, qui lui-même fait preuve d'un appétit certain. Ce sont des fauves avec un appétit extraordinaire. Est-ce que, pardonnez-moi de vous interrompre. Oui, mais je vous en prie. Est-ce qu'on est dans une chorégraphie en réalité qui est en train de se dessiner sous nos yeux ? Est-ce que la déclaration de Trump suivie de la déclaration du Kremlin montre qu'un accord est potentiellement en train de s'écrire plutôt entre ces deux hommes, tournant le dos à Zelensky actuellement ? Oui, je crois que vous avez raison. C'est une chorégraphie dont nous ne connaissons pas la musique et dont nous sommes extrêmement éloignés de ce type de chorégraphe. C'est plus que de la danse moderne, c'est une pantomime sur certains aspects, mais en tout cas extrêmement dommageable pour l'Europe, qui a intérêt à se resserrer les rangs d'une façon très radicale. Alors sera-ce autour de Zelensky ou pas ? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, Zelensky va rencontrer Vance, qui est le vice-président. Ça place déjà, d'une certaine manière, la position de l'Ukraine et de Zelensky un peu en dessous des deux véritables grands fauves qui vont s'affronter, qui sont Trump et Poutine. Je précise pour nos téléspectateurs, parce qu'on parle de milliards, il parle des milliards, Trump, en gros, qu'il investit du côté de l'Ukraine ou qu'il voudrait investir. On parle des terres rares derrière tout ça. Il faut préciser quand même les sommes, parce que c'est ça la réalité. Forbes estime en avril 2023 que les ressources en minerais de l'Ukraine s'élèveraient à 111 milliards de tonnes pour une valeur de 14 800 milliards de dollars. Et encore une fois, j'ai presque du mal à prononcer ces chiffres, tellement ils sont importants. Plus de 70% de ces ressources-là se trouvent dans les régions de Donetsk et de Louhansk, en partie contrôlées par la Russie. Ça, c'est au cœur des enjeux. Et celle de Dnipropetrovsk, où les forces de Moscou approchent. Il faut regarder cette carte et ce qui se passe en ce moment. On regarde les chiffres que je viens de donner, de la proximité de ce front. Est-ce que Donald Trump est en train de signer les accords en fonction de sa proximité avec le lithium, avec le cuivre et avec les milliards ? Je pense que vous avez raison et que lorsque Trump fait allusion à l'Ukraine qui sera russe, peut-être ne fait-il pas allusion à l'ensemble de l'Ukraine. Il parle de l'Ukraine riche,
l'Ukraine efficace. Et l'Ukraine efficace, c'est celle, pour lui, où il y a toutes ces terres rares et la majorité de ces minerais. Et c'est vrai que l'Ukraine russe, c'est le Donetsk, c'est Louhansk, c'est ce qui est déjà occupé par la Russie. Donc peut-être ne fait-il allusion qu'à cette partie-là de l'Ukraine, c'est-à-dire l'Ukraine dans laquelle il peut avoir des intérêts. Donc intérêt à dealer avec Zelensky, de dealer avec Poutine, parce qu'il aura besoin d'utiliser tout cela, et il en a besoin, un véritable besoin existentiel, car il n'y a pas suffisamment de terres rares aux États-Unis ou sous la domination américaine. Et on a bien compris que le deal que veut Trump, c'est avec Zelensky, c'est on continue à vous livrer des armes, si et seulement si vous nous fournissez ces terres rares, entre parenthèses, qui proviennent essentiellement de Chine pour l'instant. Donc il s'agit de rompre un petit peu cette dépendance américaine à la Chine. Est-ce que Zelensky, selon vous, peut accepter ce deal ? Écoutez, j'ai l'impression qu'il l'accepte. Enfin, à mon avis, toutes les dernières déclarations de Zelensky vont dans ce sens-là. On a bien vu qu'il parle maintenant de milliards. Vous avez très justement parlé de milliards. Milliards, c'est quelque chose que Trump comprend. Je ne suis pas sûr qu'il comprenne millions, maintenant d'ailleurs. Étant devenu président de la plus grande puissance mondiale, je pense qu'il ne parle que milliards et peut-être même billions. Ce qui est quand même extravagant, mais c'est à la dimension de son pays et de la Chine. Donc je crois que vous avez raison. Zelensky a totalement compris cette affaire-là. Ça prouve d'ailleurs une souplesse d'adaptation de Zelensky qui est assez extraordinaire, une façon de faire passer ça aussi dans son peuple qui est assez extraordinaire quand on voit d'où il vient, quand il promettait de rejeter les Russes au-delà des frontières de ces oblasts occupés et de la Crimée, quand on voit d'où il vient et où il est, et où il va aller vraisemblablement, c'est totalement impressionnant. Alors on s'arrête effectivement sur Zelensky, on en avait parlé sur ce plateau, le New York Times avait révélé que c'était lui-même qui, à l'automne, avait soumis à Donald Trump l'idée qu'elle pourrait, ces terres rares, constituer un point du plan de victoire. C'est un pragmatique aussi, effectivement, Zelensky, on parle de deal-maker en parlant de Trump, il est devenu un deal-maker, Zelensky, dans cette affaire ? Oui. Tout à fait, et d'ailleurs, il a choisi le bon appât. Il est à la pêche de quelques possibilités. Et il a appâté Trump par ce qui lui paraissait possible, envisageable, ou dont ils avaient déjà parlé. Parce que quand même, il y a des émissaires, il y a quand même, comme vous le savez tous, des conversations sous-jacentes. Alors, si vous voulez, les terres rares pour l'Ukraine, on peut parler à l'immobilier pour Gaza, l'Égypte, etc. Puisque le représentant, je serai bref là-dessus, mais le représentant de Trump, c'est un magnat de l'immobilier bien plus riche que Trump d'ailleurs, et qu'on parle déjà de loger des Gazaouis et autres en Égypte et en Jordanie, ou alors les fonds américains, les subventions américaines cesseraient. Donc vous voyez que pour chaque pays, il a des natures de deals qui sont différentes. Là, ce sont les terres rares. Ailleurs, c'est l'immobilier. Il faut trouver le point d'intérêt, le bouton sur lequel appuyer pour que Trump s'intéresse au problème et éventuellement s'investisse pour le résoudre. Xavier Giacomoni. Oui, Volodymyr Zelensky l'a compris depuis un bon moment, puisque ce plan sur les terres rares, c'est lui-même, vous le disiez, qu'il l'a proposé. Il l'a proposé de manière tout à fait officielle, puisqu'il l'a fait à la Rada, le Parlement ukrainien, en fin d'année dernière. Il a dit que ça pouvait être une solution pour négocier avec Trump. Mais en fait, dans l'esprit du président américain, on est clairement entré dans ce qu'il appelle, lui, le money time, c'est-à-dire le moment où les transferts dans le sport, le basket aux États-Unis, tout se dénoue. On est entré là-dedans, sachant qu'il a dit lui-même qu'il avait eu une, voire plusieurs conversations téléphoniques déjà avec Vladimir Poutine. Tout se met en place. Le vice-président J.D. Vance est en Europe. Il sera à la conférence de Munich le week-end prochain, où il pourrait faire des annonces. Et puis, Keith Kellogg, l'envoyé de Trump pour l'Ukraine, sera lui en Ukraine le 20 février prochain. On est au moment où les choses se dénouent. Mais dans la phrase de Trump, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit l'un et l'autre. L'Ukraine peut devenir russe ou l'inverse. L'Ukraine peut ne pas être russe. Grosso modo, est-ce que ça dépend pas d'elle, puisqu'il ajoute derrière, nous, ce que nous voulons, ce sont les 500 milliards de terres rares. On va entrer très vite dans la négociation de laquelle Volodymyr Zelensky ne veut surtout pas être exclu, il veut rester dans le jeu, et c'est aussi l'intérêt des Européens de reprendre pied dans la négo qui s'annonce, qui n'a pas encore démarré. Oui, Yael Gauze. Dans ce qui se passe actuellement entre Moscou et Washington, il y a une part d'ombre qu'on n'arrive pas à déterminer, c'est le passé de Trump avec la mafia russe. On avait reçu sur ce plateau il y a quelques semaines Antoine Vitkin, écrivain et documentariste,
qui a montré comment, dans les années 80, effectivement, des espions russes, à l'époque où Poutine gérait l'ex-FSB, ont infiltré la droite américaine, le Parti républicain, des mafieux dans la Trump Tower, etc. Est-ce que 25 ans, 30 ans après, vous pensez que ce passé-là refait surface et explique les coups de fil secrets, non officialisés, entre Trump et Poutine? Il y en aurait eu un samedi, non confirmé par le porte-parole du Kremlin. Est-ce que vous pensez qu'il y a la part de deal transactionnel avec Zelensky, il était rare? Est-ce qu'il y a aussi ce passé-là qui expliquera l'attitude de Trump plus tard? Question difficile à poser à un militaire. Hein, ce n'est pas véritablement la compétence première. Mais on s'aperçoit que le passé de Trump rejaillit, a une influence forte sur son comportement actuel. On a vu tout son passé avec les pays arabes. Il a eu quand même beaucoup d'intérêt dans les pays arabes, Arabie Saoudite, etc., bien avant qu'il ne parvienne à faire signer les accords d'Abraham. Donc on peut penser que des gens de cette envergure mondiale, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, fastes ou néfastes, ont gardé des contacts. Et ces contacts-là, ce sont des mafias mondiales. Je ne veux pas jouer à décerner des satisfaits, qui est bon, qui est mauvais, mais il est évident qu'à ces niveaux d'intérêt, en particulier, qui sont des intérêts privés d'abord, à partir du moment où ils entrent dans la sphère publique, dans laquelle maintenant Trump est dominant, le passé revêt une importance absolument primordiale. Et vous avez raison de dire, on appelle ça des mafias, on peut appeler ça des réseaux, tout dépend de la façon du côté dont on se place. Hein. Mais il me semble, oui, que ça paraît tout à fait évident que dans la longue vie de Trump, il a connu tellement de vicissitudes qu'il sait se servir de la vicissitude des autres, mais il sait se servir aussi de ses intérêts, des intérêts qu'il a déjà pu partager avec certains interlocuteurs qui maintenant peut-être sont au pouvoir et sont des interlocuteurs véritables pour des projets, alors là maintenant d'ampleur mondiale, car il monte en puissance. Son appétit dont je parlais tout à l'heure est quelque chose qui à mon avis caractérise beaucoup Trump, et son appétit dépend du niveau auquel il peut l'exercer ou le satisfaire. Alors Xavier l'évoquait il y a quelques instants, Donald Trump lui-même a confirmé la visite de l'envoyé spécial de Trump en Ukraine, M. Kellogg, en Ukraine dans les prochains jours. On va réécouter Donald Trump sur le sujet, regardez. Monsieur, le général Kellogg va-t-il en Ukraine cette semaine ? Oui, il s'agit bien de Keith Kellogg. Le général Kellogg est un excellent gars et il passe du temps à faire diverses choses. Nous avons de nombreuses personnes qui travaillent sur de nombreux problèmes différents. Vous savez, quand j'ai quitté mes fonctions, était-ce il y a longtemps, il y a un peu plus de 4 ans, nous n'avons pas eu de guerre. Nous n'avons pas eu de guerre, nous n'avons pas eu de problème. Maintenant, le monde entier explose, mais nous allons éteindre les incendies. Pour aller au bout du questionnement, M. Kellogg, là, il va en Ukraine pour faire un deal? Parce qu'il n'est plus question que de deal désormais dans cette affaire? C'est peut-être pour apporter une parole officielle. C'est-à-dire que des négociations manifestement sont sous-jacentes et il y a un moment où il faut, d'une façon prudente, progressive ou autre, pas simplement par des petites phrases lâchées par Trump sur Fox, il faut à un certain moment qu'il y ait une parole de gouvernement en quelque sorte, ou de porte-parole accrédité. C'est-à-dire que ce que va dire M. Kellogg à Zelensky, mais surtout ce qui va en sortir, parce que tout cela est déjà préparé. Enfin, à mon avis, le compte-rendu... Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça est déjà préparé? Cette rencontre et les résultats de cette rencontre sont déjà négociés et connus. C'est comme dans toutes les rencontres de chefs d'État. Vous savez, les Sherpas ont travaillé avant, et cette rencontre n'a lieu que lorsqu'il y a déjà un accord sur le compte-rendu final, sur ce qui va être dit. Je reviens sur les propos de Trump sur l'accord autour des terres rares potentiellement. Est-ce que ça ressemble à un dernier coup de pression avant de signer le bout de papier, ou est-ce que vous nous dites qu'en fait, très certainement, tout ça est déjà acté? C'est certainement accentuer le coup de pression, oui, vous avez raison. C'est pas totalement acté. Il faut vraisemblablement que Zelensky ait trouvé la façon aussi de vendre cela à la classe politique, à son peuple, etc., en tenant compte aussi de la réaction du Kremlin. Donc il y a certainement à tordre un peu plus le bras de Zelensky, mais à condition que lui-même, le président Zelensky, trouve la façon acceptable de le faire passer politiquement à son peuple qui a énormément souffert, à qui il a beaucoup promis et dont personne ne sait sur quoi ça va aboutir. Xavier.
Déjà, Volodymyr Zelensky va voir le vice-président J.D. Vance ce week-end à la conférence de Munich. On peut même d'ailleurs être étonné que ce ne soit pas Trump qui vienne en personne. Si vraiment il veut régler le problème, on est sur le niveau du dessous. Alors, vendredi, Trump déclarait qu'il rencontrerait probablement Zelensky cette semaine ou dans les prochains jours. On va voir. Alors, est-ce que Trump va finalement se déplacer à Munich? Pour le moment, on ne le sait pas. Officiellement, sur la feuille de route, c'est J.D. Vance qui vient. Alors, est-ce qu'on aura une surprise? Mais comme si, en plus, J.D. Vance, il est plutôt discrédité pour le moment aux États-Unis, à savoir qu'il n'a pas une position prééminente. Tout le monde dit que le vrai vice-président, c'est plutôt Elon Musk. Donc ça, c'est à voir. Après, pour en quelque sorte, ce deal terre rare contre soutien américain, il faut voir aussi comment il se matérialise. Le faire passer dans l'opinion publique ukrainienne, ce qu'elle veut, c'est la paix, c'est qu'on en finisse avec cette guerre sans céder à la Russie. C'est quand même très important de le rappeler. Donc, qu'est-ce que ça peut être le deal 500 milliards de terres rares contre des armements qui pourraient permettre de vaincre la Russie? On n'y croit pas une seconde, en fait. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va être beaucoup plus subtil. J'allais dire fin. Avec Trump, c'est un peu délicat d'utiliser le mot fin, mais Zelensky sait qu'il a un trésor entre les mains, un trésor qui intéresse Trump, et jusqu'au bout, il va jouer cet atout. Mais on peut parier que dans 20 ans, 30 ans, les États-Unis ne mettront pas la main sur 500 milliards de terres rares ukrainiennes sans rien. Depuis le début, en fait, ce qu'on dit, c'est que ça va se passer entre eux, que l'Europe, la France, etc. Nous, on n'existe à aucun moment, Yael. On revoyait cette image pas si ancienne, la réouverture de Notre-Dame de Paris, le coup diplomatique d'Emmanuel Macron d'avoir réussi à remettre Zelensky et Trump ensemble à l'Élysée sur la photo avec les accolades. Ça, c'était de l'image purement symbolique. On est loin du terrain de jeu. On est largué ou pas? C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans les équipes qui s'affrontent. D'accord. Nous sommes dans la catégorie des amateurs, avec Vance éventuellement, avec Zelensky, et encore. Non, et manifestement, mais on le voyait venir depuis très longtemps. De toute façon, Poutine ne voulait, c'est lui donner satisfaction. Trump lui donne une certaine satisfaction en le privilégiant comme interlocuteur, en disant nous allons traiter ce problème-là ensemble tous les deux. Donc il y a déjà une reconnaissance, c'est une façon de flatter Poutine aussi et éventuellement d'entamer dans les meilleures conditions, j'allais dire, de relation ce deal. Après ce qui va se passer, ça ne veut rien dire parce que les sentiments ne durent pas très longtemps, enfin ou n'existent pas dans ces milieux. Juste, j'avais moi compris quand même que l'Europe avait un rôle à jouer puisque s'il y a un accord et qu'il faut sécuriser l'après, c'est sur les Européens que ça va porter, c'est pas sur les bottes des GI américains, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, là, on n'est pas dans la S'ils peuvent le faire et si l'Europe a une position, réussit à avoir une position. Enfin, nous connaissons tous les problèmes de l'Europe. On va pas revenir sur les 27, sur Orban, sur Roumanie d'ailleurs qui explose actuellement, la Bulgarie. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Mais l'Europe, pour l'instant, n'existe pas. C'est un nain politique encore, un nain de défense, un nain politique, encore que les efforts que fait la Pologne actuellement tendent à donner à l'Europe une épine dorsale un peu plus consistante. Alors, je voudrais qu'on écoute, puisque vous l'avez évoqué encore une fois, merci Xavier de Giacomoni, Zelensky qui a annoncé la venue de J.D. Vance en Ukraine. On va écouter Volodymyr Zelensky. Cette semaine, des personnes de l'équipe de Trump, des personnes sérieuses, vont venir en Ukraine avant et pendant la conférence de Munich. Je vais donc rencontrer les équipes du vice-président et du président Trump. En ce qui concerne les discussions entre Trump et Poutine, attendons de voir dans quelle mesure c'est vrai. Et vraiment, décidément, heureusement que Xavier de Giacomoni est là, puisque j'ai dit Kiev et non Munich, alors que c'était à Munich que les deux hommes. Exactement. Le 20 février prochain. Et c'était toute ma question d'ailleurs. Est-ce que Munich va être le réel sommet pour la paix ? Oh non, il ne semble pas. Ce ne serait pas Vance. Ça ne se passe pas du côté de Vance ni du côté de Kellogg. C'est sommet pour la paix. Je ne voulais pas dire que c'était le sommet, on signait la paix, mais le vrai sommet, on discute de la paix avec cette échéance des 6 mois fixée par Donald Trump. Non. Les modalités potentiellement de la paix, les coulisses, on sait à quel point elles sont importantes dans ces sommets. Non, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est la deuxième section. Ça ne joue pas la paix. Il faut occuper le terrain, il faut être là. Le mot paix, être absent. Oui, mais ça peut être des étapes. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kellogg va
le compte rendu de la visite de Kellogg va être une étape dans ce deal pour voir de quelle façon Zelensky peut réagir. Et puis ensuite, il y aura Vance qui va... Il est quand même vice-président. Alors bien sûr, il est un peu comme Kamala Harris. Il a un rôle un peu secondaire. On ne sait pas très bien comment le président Trump va l'utiliser. Peut-être va-t-il prendre une importance plus grande maintenant. Mais il est évident que ce ne sera qu'une étape lui aussi, que le véritable propos et le véritable sommet, ce sera Trump-Poutine face à face quelque part, je sais pas, en Suisse peut-être, enfin un endroit où il n'y a pas de CPI. De préférence. Et encore que, vous savez, pour les réunions à l'ONU, les divers présidents, même poursuivis par la CPI, peuvent entrer sur le sol américain. Il y a une extraterritorialité de l'ONU. Voilà, mais ça m'étonnerait que Poutine aille à New York. On se retrouve